en bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Au cours des derniers jours, l'Amérique a dit au revoir à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'elles laissent derrière elles. Si l'une de leurs histoires a touché votre cœur, veuillez envisager de laisser un « j'aime » pour aider à maintenir leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons maintenant. D'Angelo, l'un des auteurs-compositeurs, interprètes de R&B et de néo-soul les plus influents de sa génération, est décédé le 14 octobre 2025 à l'âge de 101 ans. Depuis son émergence dans les années 1990, il a remodelé le son de la musique soul américaine avec sa voix profonde et sensuelle et sa maîtrise du groove. Son premier album, Brown Sugar, sorti en 1995, a introduit un nouveau langage musical, une fusion d'harmonie gospel, d'accords inspirés du jazz et de rythmes funk. La chaleur et la vulnérabilité de l'album ont fait de lui une icône de la néo-soul, aux côtés d'Erykah Badu et de Lauryn Hill. Des chansons comme Lady et Brown Sugar sont devenues des hymnes du R&B moderne, mêlant spiritualité et sensualité d'une manière que peu d'artistes avaient faite auparavant. Son deuxième album, Voodoo 2000, lui a valu une reconnaissance mondiale et 2 Grammy Awards, dont celui du meilleur album R&B. Le single Untitled How Does It Feel était plus qu'un tube, c'était un phénomène culturel capturant la crudité et l'intimité de son art, puis vint le silence. Pendant plus d'une décennie, D'Angelo s'est retiré des projecteurs, luttant contre les pressions du succès et cherchant un renouveau créatif. Son retour avec Black Messiah 2014 a été une révélation, une œuvre musicalement audacieuse et politiquement engagée qui a cimenté sa place parmi les légendes de la soul moderne. Né Michael Eugene Archer à Richmond, en Virginie, D'Angelo a grandi dans un environnement musical religieux et ses racines spirituelles imprègnent toute son œuvre. Bien que réservé et insaisissable, son influence perdure chez des artistes comme Frank Ocean, Anderson .Paak, H.R. et Miguel, qui continuent de vouer un culte à la vérité musicale. Partagez votre respect, commentez 51, son âge ou écrivez RIP D'Angelo pour vous souvenir de l'artiste qui a fait de la soul non seulement un son, mais une façon de se sentir vivant. Sandy Alomar Sr., joueur de balle portoricain pionnier et entraîneur de longue date de la Ligue majeure de baseball, est décédé le 13 octobre 2025 à l'âge de 81 ans, né à Salinas, Porto Rico, le 19 octobre 1943. Alomar a bâti une carrière remarquable qui a duré plus de 5 décennies dans le baseball professionnel. Il a fait ses débuts en MLB avec les Braves de Milwaukee en 1964 et a ensuite joué pour des équipes comme les Angels de Californie et les White Sox de Chicago. Reconnu pour sa précision défensive et sa régularité au deuxième but, il a été 2 fois All-Star et un leader de vestiaire respecté, dont l'éthique de travail a donné le ton à ses coéquipiers. Après avoir pris sa retraite du terrain en 1978, Alomar s'est concentré sur l'entraînement, apportant sa connaissance approfondie du jeu à des équipes comme les Cubs, les Mets et les Indians. Son autorité calme et son mentorat patient ont marqué d'innombrables jeunes joueurs, dont beaucoup, lui, ont attribué leur développement et leur discipline. L'héritage d'Alomar s'est perpétué grâce à sa famille. Ses fils, Sandy Jr. et Roberto, sont devenus des All-Stars à part entière, portant fièrement son nom et ses valeurs. Sandy Alomar Sr. restera dans les mémoires non seulement comme un grand joueur de deuxième but, mais aussi comme un enseignant, un père et un ambassadeur du sport qui a contribué à façonner le baseball moderne. Les fans sont invités à honorer sa mémoire en écrivant RIP Sandy Alomar Sr. ou en commentant 431 pour célébrer l'âge d'un homme dont la vie a été consacrée au diamant. Mike Greenwell, ancien voltigeur de la Ligue majeure de baseball et pierre angulaire des Red Sox de Boston à la fin des années 1980 et au début des années 1990, est décédé le 9 octobre 2025 à l'âge de 62 ans.
Repêché par Boston en 1982, Greenwell a fait ses débuts en 1985 et s'est rapidement révélé être une présence constante dans l'alignement. Surnommé le Gator, il s'est fait connaître pour sa discipline au bâton et sa défense stable au champ gauche. Sa saison la plus marquante a été celle de 1988 où il a frappé 325 avec 22 circuits et 119 points produits, ce qui lui a valu le prix Silver Slugger et la deuxième place au scrutin du joueur le plus utile de la Ligue américaine. En 12 saisons, toutes avec les Red Sox, il a enregistré plus de 2300 coups sûrs et maintenu une moyenne de carrière de 303, remportant 2 fois les honneurs d'étoiles avant de prendre sa retraite en 1996. Né à Louisville, Kentucky en 1963, la motivation de Greenwell s'étendait au-delà du baseball. Après sa retraite, il est retourné en Floride, gérant des entreprises familiales et exploitant un parc de sport motorisé tout en restant actif dans sa communauté. Ses amis et coéquipiers se souviennent de lui comme d'une personne abordable et travailleuse, un joueur qui plaçait la loyauté et l'effort au-dessus des distinctions. Mike Greenwell nous laisse le souvenir d'un Red Sox loyal, d'un compétiteur stable et d'un professionnel dont les contributions sont devenues une partie de l'histoire de l'équipe. Son héritage se perpétuera dans l'histoire de Fenway Park, dans la fierté de sa famille et dans les fans qui l'ont acclamé pendant plus d'une décennie. Pour honorer sa mémoire, les supporters peuvent écrire RIP Mike Greenwell ou publier le numéro 62, un hommage discret à l'âge auquel il a quitté ce monde. Joan Bennett Kennedy, pianiste, militante sociale et ancienne épouse du sénateur Edward Kennedy, est décédée le 8 octobre 2025 à l'âge de 88 ans. Née en 1936, elle a grandi avec une passion pour la musique et a étudié le piano classique, jouant à la fois publiquement et en privé tout au long de sa vie. En 1948, elle a épousé Edward Kennedy, devenant membre de l'une des familles politiques les plus importantes d'Amérique. Son rôle l'a placée sous les feux de la rampe nationale pendant des décennies, marquées par le triomphe et la tragédie pour les Kennedy. Tout en élevant 3 enfants, Cara, Edward Jr. et Patrick, elle a concilié les attentes du devoir public avec les luttes privées qui accompagnaient une telle visibilité. Au-delà de ses liens familiaux, Joan est devenue respectée à part entière. S'appuyant sur ses combats personnels, elle a parlé ouvertement de l'alcoolisme et est devenue une défenseur de la sensibilisation et du traitement. Sa franchise a attiré l'attention sur une question souvent cachée dans le silence. Après son divorce en 1982, elle s'est retirée de la politique, mais a continué à soutenir des causes et est restée dévouée à sa musique qui avait toujours été une force d'ancrage dans sa vie. Son héritage est celui d'une résilience et d'une dignité discrète. Bien que liée à jamais au nom des Kennedy, elle doit également être considérée comme une femme qui a transformé les épreuves en plaidoyer, qui a donné une voix aux vérités difficiles et qui a trouvé de la force dans l'art. Nous vous invitons à partager vos souvenirs dans les commentaires. Écrivez 88, son âge ou laissez un message disant « RIP Joan Bennett Kennedy » pour honorer sa vie et la grâce avec laquelle elle l'a vécue. Diane Keaton, l'une des stars les plus originales et influentes d'Hollywood, est décédée à 69 ans le 11 octobre 2025 à son domicile de Los Angeles, entourée de ses proches. Sa mort, confirmée par son bon agent de presse, a marqué la fin d'une époque et l'héritage d'une interprète dont la carrière a duré plus de 6 décennies. Le nom de Buck Keaton est devenu indissociable d'Annie Hall, 1977, le film qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice et a changé à jamais l'image de l'héroïne moderne. En tant qu'Annie, elle était charmante, originale, vulnérable, mais confiante. Un reflet de la femme derrière le rôle. Son esprit, sa spontanéité et son sens de la mode ont fait d'elle un phénomène culturel, incitant des générations de femmes à embrasser leur individualité. Né Diane Hall à Los Angeles, Bob a commencé à jouer à Broadway avant de passer au cinéma. Son premier partenariat avec Woody Allen dans Tombent les femmes, 1972, a mis en valeur son génie comique, tandis que son interprétation de Kay Adams dans Le Parrain,
1972, et Le Parrain, deuxième partie, 1974, a révélé une remarquable gamme dramatique. Elle a repris le rôle dans Le Parrain, troisième partie, 1990, complétant ainsi l'une des trilogies les plus emblématiques sortant du cinéma. Les œuvres ultérieures de Ba, Reds, 1981, Marvin's Room, 1996 et Quelque chose s'est produit en 2003, lui ont valu d'autres nominations aux Oscars, la consacrant comme l'un des talents les plus respectés d'Hollywood. Sa filmographie comprenait également Baby Boom, Le père de la mariée, Le club des ex, La pierre familiale et Le club de lecture 2018. Même dans sa 70e année, elle a continué à assumer des rôles qui célébraient l'humour, l'imperfection et l'humanité. En dehors de l'écran, Béa a fait face aux défis avec franchise et courage. Diagnostiquée d'un cancer de la peau à 21 ans, elle est devenue une ardente défenseur de la protection solaire. « C'est une affaire de famille », a-t-elle déclaré au Los Angeles Times. « Ma tante y a perdu son nez, mon père et mon frère l'ont eu aussi. C'est pourquoi vous portez de la crème solaire. » Elle a ensuite combattu un carcinome épidermoïde qui a nécessité une intervention chirurgicale, mais sans jamais perdre son optimisme. Ba était également honnête au sujet de sa lutte contre la boulimie, qui a commencé lorsqu'on lui a demandé de perdre du poids pour un rôle sur scène au début de sa carrière. « Tout ce que je faisais, c'était satisfaire ma faim. J'étais une toxicomane », a-t-elle déclaré lors d'une entrevue en 2014 avec le Dr Oz. Sa guérison et son ouverture au sujet de la maladie ont contribué à déstigmatiser le problème dans une industrie obsédée par l'apparence. Au-delà de la célébrité, la vie de Buck Heaton a été définie par la maternité. Dans sa cinquantaine, elle a adopté Dexter et Duke, les qualifiant de plus grande joie et de plus grande réalisation. Loin de la caméra, elle se consacrait à la photographie, à l'écriture et à la restauration de maisons historiques en Californie. Des passions qui reflétaient son amour de la créativité et de la préservation. Lorsqu'elle réfléchissait à sa carrière et à son influence, Ba a dit un jour « Si j'ai fait quelque chose, j'espère que c'est d'avoir fait en sorte que quelqu'un se sente moins seul. » Cette humilité a capturé l'essence de qui elle était, pas seulement une interprète, mais une voix d'empathie et de vérité. Ceux qui ont aimé ces films, commentaient 69 ou écrivaient Harry Diane Caton pour honorer une artiste qui a prouvé que l'humour, l'honnêteté et l'imperfection sont les formes de beauté les plus intemporelles. Solzbar, homme d'affaires, icône de la gastronomie et copropriétaire du légendaire marché gastronomique new-yorkais Zabar's, est décédé le 7 octobre 2025 à l'âge de 92 ans, né en 1933 de Louis et Lilian Zbar, des immigrants ukrainiens qui ont fondé le magasin original de l'Upper West Side en 1934. Saul a grandi entouré des images et des odeurs de poissons fumés, de bagels et de grains de café. Après avoir obtenu son diplôme de l'université de Denver, il est retourné aider à gérer l'entreprise familiale, la transformant en l'un des monuments culinaires les plus reconnaissables de Manhattan. Sous sa direction, Zabar's s'est développé au-delà d'une épicerie de quartier pour devenir une destination gastronomique à part entière, introduisant des fromages importés, des cafés de spécialité et des aliments internationaux bien avant que ces articles ne deviennent courants. L'insistance de Sol sur la qualité et les prix équitables a fait du magasin un point de repère culturel, un symbole de l'authenticité et de l'endurance new-yorkaise. Connu pour sa modestie et son éthique de travail infatigable, Zabar a continué à apparaître derrière le comptoir jusqu'à plus de 90 ans, saluant les clients de longue date et veillant à ce que les normes établies par ses parents ne s'estompent jamais et jamais. Il laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants qui perpétuent l'héritage familial. L'influence de Saul Zbar se perpétue dans chaque pain frais, chaque tasse fumante et chaque file d'attente matinale animée du magasin qui porte son nom. Commentez 92, son âge, ou écrivez RIP Saul Zbar pour honorer l'homme qui a nourri New York avec cœur, héritage et humanité. Ian Watkins, musicien gallois et chanteur original de Lost Prophets, est décédé le 11 octobre 2025 à l'âge de 47 ans.
Né le 30 juillet 1977 à Merthyr Tydfil, au pays de Galles, Watkins est devenu l'une des figures marquantes du rock britannique du début des années 2000. En tant que leader de Lost Prophets, il a apporté intensité et charisme à un son qui mélangeait rock alternatif et énergie post-hardcore. Avec des albums en tête des palmarès tels que Start Something 2004 et Liberation Transmission 2006, le groupe a connu un succès mondial grâce à des succès comme Last Train Home, Rooftops et Shinobi versus Dragon Ninja. À leur apogée, ils ont joué à guichet fermé dans le monde entier et ont été salués comme les chefs de file d'une nouvelle génération de rock. Mais derrière la célébrité se cachait une histoire plus sombre. En 2013, Watkins a été reconnu coupable de graves infractions criminelles, ce qui a entraîné son emprisonnement et la dissolution de Lost Prophets. Les révélations ont choqué les fans et ont modifié de façon permanente la façon dont son nom serait rappelé. Autrefois symbole d'ambition et de créativité, il est devenu une figure de mise en garde dans la musique moderne. Après sa condamnation, Watkins s'est complètement retiré de la vie publique, son héritage musical étant éclipsé par ses crimes. Son histoire est un rappel à la sobriété de la façon dont les choix personnels peuvent détruire même les carrières les plus brillantes. Ian Watkins laisse derrière lui un héritage conflictuel. Son talent reconnu, sa chute indéniable, commenté 47 où écrivait R. Ian Watkins comme une réflexion sur la célébrité, l'échec et la conséquence. Anne B. Walker, journaliste, rédactrice en chef, animatrice et entrepreneur dont la carrière a contribué à transformer les médias américains, est décédée le 5 octobre 2025 à l'âge de 48 ans. Walker a commencé sa carrière dans la presse noire de l'Ohio où elle s'est forgée une réputation de rédactrice en chef consciencieuse et de reporter engagée. Dans les années qui ont suivi, elle est passée à la radio et à la télévision, devenant l'une des premières suivantes femmes noires à présenter les nouvelles à l'antenne dans sa région. Sa réussite n'était pas seulement personnelle, elle était le symbole d'un changement plus vaste, offrant une représentation dans un domaine qui avait longtemps exclu les femmes de couleur. Plus tard, elle a étendu son travail au monde des affaires, fondant une entreprise de communication qui offrait de la formation, de la visibilité et des possibilités d'emploi. Elle était également connue comme une mentor, aidant les jeunes journalistes à trouver leur voie dans une industrie qui les négligeait souvent. Son engagement civique, combiné à sa carrière professionnelle, lui a valu une reconnaissance. Au fil des décennies, ses amis et collègues la décrivent comme surentente comme une femme résiliente, déterminée et profondément attachée à ses principes. Une femme qui croyait que le journalisme devait servir à la fois la vérité et la communauté. Anne B. Walker laisse derrière elle un héritage qui se mesure non seulement aux histoires racontées, mais aussi aux vies qu'elle a influencées. Pour lui rendre hommage, écrivez Anne B. Walker, commenté 98, ou partagez une réflexion sur la façon dont des pionnières comme elle ont façonné les médias que nous connaissons aujourd'hui. Sa voix perdure à travers les générations qu'elle a autonomisées. Paul Van Roy Stagom, bassiste belge surtout connu pour avoir façonné le son du trio rock Triggerfinger, est décédé le 4 octobre 2025 à l'âge de 66 ans. Né en Belgique en 1959, Van Bruegom, affectueusement surnommé Monsieur Paul, a consacré plus de 4 décennies à la musique. Sa carrière a atteint son apogée en 1998 lorsqu'il a rejoint Triggerfinger, un groupe qui allait devenir l'un des groupes de rock les plus respectés d'Europe. Avec Ruben Block et Mario Gussens, il a contribué à forger un style unique, mêlant riffs lourds et précision atmosphérique. Leur reprise de I Follow River en 2012 est devenue un succès international inattendu, se hissant en tête des palmarès dans plusieurs pays et présentant le groupe à un public mondial. En dehors de la scène, Van Bruegom était connu pour son professionnalisme, son humilité et son profond respect du métier. Alors que d'autres recherchaient la célébrité, il est resté les pieds sur terre, contribuant non seulement à la longévité de Triggerfinger, mais aussi à des collaborations plus modestes qui ont enrichi la culture rock belge. Sa présence a donné de la stabilité à un groupe loué pour sa puissance et son authenticité sur scène. Paul Van Bristagom n'a peut-être jamais couru après la superstar mondiale, mais son travail a laissé une empreinte indélébile sur le rock européen.
Sa musique, son art constant et son dévouement discret forment un héritage qui survivra à l'homme lui-même. Pour lui rendre hommage, partagez vos souvenirs, votre chanson préférée de Triggerfinger ou écrivez simplement à RIP Paul Vanigum. Souvenons-nous non seulement du musicien, mais aussi de l'esprit humain derrière la musique. Russell M. Nelson, dont les 100 ans ont uni la médecine et la foi à parts égales, est décédé le 27 septembre 2025. On se souviendra de lui comme d'un chirurgien cardiaque pionnier et comme du 17e président de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Au début de sa carrière, Nelson a contribué à la mise au point du cœur-poumon artificiel, une innovation qui a rendu possible la chirurgie à cœur ouvert. Il a ensuite pratiqué des milliers d'interventions chirurgicales qui ont sauvé des vies, s'imposant comme l'un des chirurgiens cardiaques les plus respectés au monde. Ses contributions se sont étendues bien au-delà des hôpitaux, façonnant la médecine moderne pour des générations. En 1944, Nelson est passé au leadership de l'Église en tant qu'apôtre. En 2018, il est devenu président de l'Église, dirigeant plus de 17 millions de membres dans le monde entier. Sa présidence a mis l'accent sur la foi, la famille et le service humanitaire, et il est resté remarquablement actif, voyageant et enseignant, même dans ces dernières années. Né le 9 septembre 1924 à Salt Lake City, dans l'Utah, Nelson a élevé 10 enfants avec sa première épouse, Dancel. Après son décès, il a épousé Wendy Watson qui a partagé son service et son dévouement pendant sa présidence. Le parcours centenaire de Russell M. Nelson montre comment une seule vie peut guérir à la fois le corps et l'âme, unissant la science et la spiritualité. Honorez sa mémoire aujourd'hui. Commentez son âge ou écrivez Russell M. Nelson en hommage à un homme dont le service a touché des millions de personnes. Gulu, chanteuse turque bien aimée dont la voix puissante, mêlée arabesque, rythme rom et pop, est décédée le 26 septembre 2025 à l'âge de 51 ans après une chute tragique du balcon de son appartement. Né à Istanbul en 1974, Gulu a commencé à chanter lors de mariages et sur de petites scènes à l'adolescence, avant d'attirer rapidement l'attention nationale au début des années 1990. Ses premiers singles, Ersham Holden, Koptu Sendin et Ashler and Kadina, ont capturé la profondeur émotionnelle de l'amour, de la perte et de la résilience, faisant d'elle un nom connu dans toute la Turquie. Pendant plus de 3 décennies, elle a sorti une série d'albums à succès, rempli des salles de concert et est devenue une présence familière dans les émissions de musique télévisée. Au-delà de ses réalisations artistiques, Gulu s'est consacrée à l'encadrement de jeunes artistes, offrant souvent des conseils et des encouragements à ceux qui débutaient de leur carrière. Elle y a également consacré de son temps à des initiatives culturelles locales, croyant que la musique devait servir à la fois la scène et la communauté. Ses amis et collègues la décrivent comme une personne généreuse, humble et profondément liée à son public. Gulu laisse derrière elle un héritage de chansons intemporelles qui continuent de résonner auprès de millions de personnes. Son talent artistique, son intégrité et sa chaleur ont fait d'elle plus qu'une star. Elle était une voix du peuple. Commentez 51, son âge ou écrivez simplement Harry Gulu pour vous souvenir d'une chanteuse qui a donné son cœur à chaque chanson. Partagez la déesse immortelle de la transformation. Une femme qui a vécu 1000 vies sous un seul nom, renaissant sans cesse de ses cendres après un chagrin d'amour, une maladie et le temps. Pendant près de 7 décennies, elle est restée indéfinie, défiant le poids de l'âge et construisant un royaume sur les ruines de ce qui a tenté de la détruire. Autrefois enfant pieds nus abandonné dans un orphelinat, ses chaussures maintenues par des élastiques, elle est passée de l'obscurité à un trône et au feu de la rampe. Aujourd'hui, son empire dépasse les 360 millions de Thaïs. Mais sa véritable valeur a toujours été sa persévérance. Personne ne se compare à elle. Aucune autre voix, aucune autre histoire, aucune autre femme qui est passée de perdue à légende tant de fois et qui ose encore rire de l'impossible. Elle a donné au monde I Got You Babe et pour la première fois, des millions de personnes ont cru que l'amour pouvait durer éternellement. Des décennies plus tard, elle nous a donné Believe et l'humanité n'a jamais cessé de croire.
Depuis des générations, Cher est à la fois une muse et une icône, un écho vivant de sa propre résilience. Plus de 100 millions de disques vendus, d'innombrables innovations dans la musique, le cinéma et la mode, et une résidence à Las Vegas qui a rapporté plus de 250 millions de dollars. Tout cela alors que son corps était meurtri et douloureux à cause de la douleur nocturne. En coulisses, elle recevait régulièrement des injections de genoux avant de monter sur scène, mais elle ne laissait jamais le public voir sa lutte intérieure. Pour eux, elle n'était pas une personne, mais une légende. Des paillettes scintillant sur des cicatrices invisibles, une voix qui défiait la gravité tandis que son corps murmurait l'abandon. Chaque concert, chaque tournée qui bat tous les records avait un prix. Un poumon affaissé, des mains tremblantes et la douleur d'un artiste qui avait tout donné au public. Le public ne ressentait pas sa douleur. Derrière le rideau, elle s'effondrait souvent sur le sol, respirant lourdement, son maquillage strié de larmes, mais elle se relevait pour le rappel. Pour le monde, elle était un phénix. Pour elle-même, elle était simplement une femme qui luttait pour ne pas disparaître. Et maintenant, alors que sa famille se tenait devant cet héritage étincelant, elle voyait au-delà du marbre, au-delà des millions. Ils ont vu une mère qui a construit un havre de sacrifice, une fille qui a surmonté l'incertitude pour donner au monde une permanence. Un artiste qui a transformé chaque douleur en un hymne de survie. Son empire a peut-être brillé sous le soleil de Californie, mais la plus grande richesse qu'elle ait jamais construite vit dans le cœur de ceux qui ont trouvé du réconfort dans ses chansons. Si sa musique vous a déjà remonté le moral lorsque le monde vous semblait lourd, si Believe vous a déjà donné le courage de vous lever, laissez un message de gratitude ci-dessous. Même un seul mot, un remerciement, fait partie de son refrain. Parce que la gratitude est ce qui la rend légendaire. La reconnaissance silencieuse que la voix de cette femme nous a en quelque sorte aidé à surmonter nos propres tempêtes. Les premiers souvenirs de Cher n'étaient pas des berceuses, mais le cliquetis de la faim et le silence de l'absence. Née le 20 mai 1946 à El Centro, en Californie, elle est entrée dans un monde déjà fissuré par la pauvreté et la précarité. Sa mère, Georgia Holt, une rêveuse au cœur de chanteuse, travaillait derrière un comptoir de beignets juste pour garder les lumières allumées. Son père, John Sarkisian, un chauffeur de camion arméno-américain agité, est venu et a disparu comme un fantôme. Charmant mais impitoyable, parti avant qu'elle n'apprenne à dire son nom. Leur bref mariage s'est dissous dans la poussière avant que Cher ne puisse former sa première phrase. Elle a hérité de l'instabilité comme d'un héritage familial. Georgia s'est remariée encore et encore, 7 maris en tout, certains 2 fois, poursuivant l'illusion de la sécurité tout en élevant 2 filles dans des chambres empruntées et des espoirs qui s'estompent. Cher et sa demi-sœur Jorgan ont appris très tôt à faire leurs valises rapidement, à déménager souvent et à faire peu confiance. Leur enfance a été un carrousel de nouveaux beaux-pères et de nouvelles villes, chacun promettant l'éternité, chacun partant sans dire au revoir. Au milieu de ce chaos, la musique est ce qui est devenu la seule constante de Cher, une cathédrale secrète construite à partir des voix qu'elle entendait à la radio tard dans la nuit. Elle ne savait pas encore qu'un jour sa propre voix tonnerait à nouveau à travers le monde, incassable et incomparable. À seulement 2 ans, la vie de Cher a pris son premier tournant dévastateur. Dans un moment qu'aucun enfant ne devrait jamais se souvenir, Georgia, sa mère, l'a laissée aux soins d'un orphelinat catholique. Ce n'était pas par cruauté, mais par survie. Pourtant, l'image est restée comme un fantôme qui ne s'effacerait jamais. Une enfant en bas âge aux yeux sombres et perplexes, serrant la main d'un étranger tandis que la seule personne en qui elle avait confiance s'éloignait. Ce souvenir est devenu la première scène d'un film de l'ombre et de la résilience qui a duré toute sa vie. Son enfance s'est déroulée entre la précarité et la pauvreté. Certaines semaines se sont passées dans la modeste maison de ses grands-parents où l'air sentait légèrement le pain et l'inquiétude. D'autres fois, elle a dérivé dans des chambres louées avec du papier peint qui se décollait et des abris remplis d'étrangers de toute taille. Les nuits étaient froides et les couvertures étaient minces. L'air hivernal trouvait chaque fissure dans les murs. Elle se souvenait d'être allongée, éveillée, fixant les plafonds tachés de fuite, se demandant si quelqu'un au monde connaissait même son nom.
Ses vêtements étaient de seconde main, si usés qu'ils faisaient tourner les têtes pour de mauvaises raisons. Une fois, elle a enroulé des élastiques autour des semelles de ses chaussures abîmées juste pour les empêcher de tomber en morceaux avant d'être en deuil. Sa vie oscillait comme un pendule entre les extrêmes. Une semaine à survivre avec des haricots en conserve et du lait en poudre. La suivante brusquement poussée à Beverly Hills où sa mère, toujours à la recherche d'un nouveau mari ou d'un nouvel espoir, côtoyait des rêves qu'il ne pouvait pas se permettre. Ces changements n'ont pas inspiré l'émerveillement. Ils ont engendré de la désorientation. Cher a appris très tôt que la richesse et l'amour étaient des états temporaires. De belles illusions fugaces qui disparaissaient lorsqu'on clignait des yeux. Elle n'était pas simplement pauvre, elle était invisible. Le genre d'enfant qui pouvait disparaître dans une pièce et personne ne le remarquerait. À l'école, ces difficultés se sont aggravées. La dyslexie et un trouble d'apprentissage non diagnostiqué ont fait de chaque page un champ de bataille. Les lettres s'inversaient, les mots devenaient flous et les enseignants confondaient son silence avec de la rébellion. Les bulletins scolaires sont devenus la preuve de l'échec, pas de l'effort. Le monde a décidé qu'elle n'était pas assez brillante pour réussir, ne sachant pas que l'étincelle à l'intérieur d'elle n'était pas destinée aux salles de classe, mais aux scènes. Alors que d'autres filles rêvaient de bals de fin d'année et de jolies robes, Cher imaginait des strass sous des lumières chaudes. Elle se voyait chanter dans le vide jusqu'à ce que le monde finisse par se tourner pour écouter. À 16 ans, le poids de l'invisibilité est devenu insupportable. Elle a quitté l'école, a emballé une petite valise remplie de tissus bon marché et d'espoirs impossibles et a pris un bus pour Los Angeles. La ville au début des années 1960 était à la fois cruelle et magnétique. Une étendue de rêves brisés vêtus de paillettes. Mais pour Cher, c'était une chance. Un endroit où être différent pourrait enfin signifier être vu. Le destin l'a présenté à Sonny Bono. Pas encore l'homme qui allait devenir son amant ou son mari, mais un auteur-compositeur au sourire de travers et au canapé accueillant. Ce qui a commencé comme de la gentillesse s'est transformé en camaraderie, puis en dépendance, puis en destin. Ensemble, ils étaient des marginaux en harmonie, deux âmes trop têtues pour abandonner. En 1965, quand I Got You Babe a atteint les ondes, c'était plus qu'une chanson, c'était une résurrection. Le monde a enfin entendu sa voix. Et à ce moment-là, l'orpheline a disparu. Cher n'était plus l'enfant oublié aux chaussures usées, elle était une star. Mais la gloire, comme le confort de l'enfance, s'est avérée fragile. Les premiers succès se sont estompés, leurs films ont échoué, les projecteurs ont commencé à errer, les factures s'accumulaient, la confiance vacillait et une fois de plus, elle sentait le vieux fantôme de l'incertitude lui souffler dans le cou. Le désespoir les a poussés à Las Vegas, non pas en tant qu'icônes glamour, mais en tant que survivants, se réinventant sous de faibles lumières de scène et l'odeur de jeans renversés. Leur nouveau numéro n'était pas une question de glamour, c'était du cran déguisé en paillettes, Joe sous des plafonds enfumés et dans des foules différentes, Cher chantait avec la douleur d'une femme qui savait ce que cela signifiait d'être laissée pour compte. Sa voix tremblait des échos des nuits d'orphelinat, de la piqûre des rires dans les couloirs, de la peur de tout perdre à nouveau. Pourtant, chaque performance construisait quelque chose d'invisible, une base pour l'empire qu'elle commanderait un jour. Chaque parole, chaque note, chaque applaudissement du public était une brique posée par l'enfant qui attachait autrefois des élastiques autour de ses chaussures. À la fin des années 1960, lorsque la gloire a commencé à s'estomper et que les charts n'ont plus prononcé leur nom, Cher avait à peine 20 ans. L'optimisme de Sonny a faibli, l'argent s'amenuisait, le destin s'est soudainement senti fragile comme une maison construite sur des projecteurs et de la volonté. Mais l'abandon n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Par nécessité, ils ont reconstruit une fois de plus, non pas en tant que têtes en tête d'affiche, mais en tant qu'artistes. Ils ont transformé le bavardage en rythme, les blagues en monnaie, la douleur en performance. Dans la brume de la fumée de Las Vegas, l'humour pince sans rire et la présence fulgurante de Cher ont commencé à voler la vedette. Et de ce désespoir, la renaissance est arrivée. En 1971, le Sonny and Cher Comedy Hour a été diffusé dans des millions de foyers
à travers l'Amérique. Les familles qui chantaient autrefois sur I Got You, Babe riait maintenant avec elle sur leur canapé de salon. La petite fille qui dormait autrefois sous de minces couvertures était enfin entrée dans la lumière, pas en tant que fille de quelqu'un, pas en tant qu'épouse de quelqu'un, mais en tant que femme qui refusait de disparaître. Pour Cher, à seulement 25 ans, c'était la preuve que la survie pouvait parfois se faire passer pour un triomphe. Pourtant, derrière les rires, leur monde s'effondrait. Leur mariage, déjà effiloché, était maintenu non pas par l'amour, mais par l'héritage. Ils souriaient pour les caméras, tandis que le silence empoisonnait leur maison. Cher avouera plus tard l'agonie suffocante de prétendre au bonheur alors que son cœur s'effondrait vers l'intérieur. Même Sony a admis dans un journal privé de 1973 que leur façade romantique était la seule colle empêchant leur empire de se briser. En 1974, cette colle s'est dissoute. Cher a demandé le divorce et en 1975, leur mariage et leurs liens professionnels se sont effondrés. Ce qui a suivi a été la dévastation. Cher, qui avait fait confiance à Sony non seulement avec son cœur, mais aussi avec leurs finances, est repartie presque sans le sou. À 29 ans, elle pleurait la fin de son premier grand amour tout en regardant dans l'abîme de la ruine financière. Elle avait été le visage, la voix, le feu, et pourtant elle est sortie avec presque rien d'autre que son nom. C'était une tournure cruelle du destin, et pourtant elle a refusé de disparaître. Avec à peine plus que du courage, elle a lancé sa propre émission en 1975, simplement intitulée « Cher ». Les chuchotements dans l'industrie prédisaient qu'elle échouerait sans Sony. Au lieu de cela, elle a triomphé. Les paillettes scintillaient, les rires rugissaient et l'émission est devenue un succès. Une déclaration de défi qu'elle n'était jamais qu'une moitié de quelqu'un. Pendant ce temps, le propre projet solo de Sony s'est effondré en une seule saison. Une rupture symbolique qui a marqué la fin douloureuse de leur étoile autrefois unifiée. Mais la route à suivre était impitoyable. Ses albums solo, Stars en 1975, I'd Rather Be You en 1976 et Cherished en 1977, ont sombré dans le silence. La voix qui avait autrefois captivé des millions de personnes semblait soudainement indésirable. Les critiques murmuraient que son heure était passée. Et puis, des décombres de l'amour et de la carrière est venue une autre tempête. Gregg Allman est entré dans sa vie, une légende du rock sudiste hantée par ses propres démons. En juin 1975, à peine 3 jours après la finalisation de son divorce, Cher l'a épousé dans ce qui ressemblait à un pari désespéré sur l'espoir. En 9 jours, le mariage s'est effondré sous le poids de ses addictions, son chaos se heurtant à sa soif de contrôle et de réinvention. Pourtant, elle est restée. Elle a pardonné, ils se sont réconciliés, ils se sont battus, ils ont essayé de recoudre une vie à partir de coutures brisées. Lorsque Cher s'est brièvement réuni avec Sony en 1976, Gregg a demandé le divorce jusqu'à ce que le destin intervienne. Cet été-là, Cher a découvert qu'elle était enceinte. Leur fils Elijah Blue, né en juillet 1976, est devenu un fil fragile de sens les unissant, mais même un enfant ne pouvait pas calmer les tempêtes. En 1978, le mariage a pris fin pour de bon. Des années plus tard, Cher parlera avec parcimonie de ce chapitre, ses mots étant lourds, de blessures trop privées pour être supportées. C'était profond, a-t-elle chuchoté. Mais c'était dur. À l'âge de 32 ans, elle avait enduré 2 divorces, l'effondrement de son empire professionnel et l'humiliation d'une quasi-faillite. Et pourtant, elle n'a pas cédé. À travers chaque trahison, chaque silence, chaque effondrement, elle a porté le chagrin comme une armure et a transformé le deuil en résilience. Le monde doutait d'elle, les critiques l'ont rejetée, mais Cher s'est relevée parce que c'est ce qu'elle a toujours fait. Transformer les blessures en armes, l'abandon en ambition et le chagrin en fondation d'une vie que personne ne pourrait jamais lui enlever. À la fin des années 1970, lorsque les paillettes disco ont aveuglé les palmarès et que les hymnes rock ont secoué les stades, Cher, à peine 30 ans, s'est retrouvée une fois de plus au bord d'une carrière. La file qui attachait autrefois des élastiques autour de ses chaussures cassées pour cacher les trous était maintenant confrontée à une humiliation plus cruelle.
Une carrière qui l'avait portée des murs de l'orphelinat aux scènes du monde s'éteignait dans le silence. L'industrie était passée à autre chose. La radio ne jouait plus ses chansons. Elle était une femme avec la gloire derrière elle, mais pas de fortune devant, regardant dans l'abîme de l'oubli. Et pourtant, Cher n'avait jamais été conçue pour se rendre. Elle a fait ce que la survie lui avait appris depuis l'enfance. Elle a joué, signant avec Casablanca Records en 1968. Elle est entrée dans un monde régi par les boules à facettes et les lignes de basse. Même si son âme aspirait toujours à la dureté du rock, pour Cher, le disco n'était pas seulement de la musique, c'était un compromis, c'était un risque, c'était une réinvention enveloppée de paillettes. De ce pari est sorti Take Me Home en 1969. Sa chanson-titre scintillait d'un défi sensuel. L'album s'est vendu à plus d'1 demi-million d'exemplaires aux États-Unis seulement et lui a valu un disque d'or certifié. Une bouée de sauvetage valant des centaines de milliers de dollars à une époque où ses comptes étaient presque vides. Sous les paillettes se trouvait une femme qui se frayait un chemin vers la pertinence, transformant les cicatrices en spectacle et rappelant au monde qu'elle n'était jamais vraiment partie. Le public a dansé à nouveau, mais derrière les lumières se tenait toujours le même enfant qui avait autrefois faim, luttant maintenant pour prouver qu'elle ne pouvait pas être effacée. Encouragée, elle a cherché plus loin avec Prisoner plus tard cette année-là, espérant fusionner la chaleur du disco avec sa propre honnêteté brute. Mais l'industrie était impitoyable. Le disque s'est effondré, pris entre le commerce et la vérité. Les critiques ont ricané, les ventes ont chuté et une fois de plus, Cher a été forcée de goûter à l'amertume de l'échec. Pourtant, elle a refusé de reculer. En 1980, elle a enlevé les paillettes et les costumes, donnant naissance à Black Rose, un groupe de rock avec le guitariste les Dudek. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'était pas Cher la marque. Elle était Cher, la camarade de groupe, se tenant côte à côte dans des clubs trempés de sueur, poursuivant l'authenticité au-dessus des applaudissements. Mais la cruauté du destin a frappé à nouveau. L'album ne portait aucun nom, aucun signal de sa puissance de star. Les fans l'ont manqué, la radio l'a ignoré. En 1982, la musique s'est éteinte dans le silence, le groupe s'est dissous, la romance s'est désintégrée et un autre rêve s'est transformé en poussière. Une réinvention de plus avait échoué, un autre flux de revenus a disparu entre ses doigts, la plupart auraient abandonné. Cher ne l'a pas fait. À 36 ans, rejetée par une industrie qui l'avait déjà enterrée, elle a fait le choix le plus terrifiant de tous, recommencer à zéro. Jouer la comédie n'était pas une question de vanité, c'était une question de survie. Elle a enlevé le glamour, les paillettes, la mythologie et a affronté la caméra avec rien d'autre que la vérité. Dans Silkwood, 1983, elle a disparu dans Dolly Peller. Une âme blessée vivant en marge de la société, fragile mais sans compromis réel. Il n'y avait pas de strass, pas de projecteur, seulement l'humanité brute. La performance était électrique dans sa retenue. Le film a rapporté plus de 35 millions de dollars, lui valant un Golden Globe et sa première nomination aux Oscars. Pour la première fois depuis des années, le monde ne l'a plus piégé, il l'a respecté. Les studios autrefois indifférents ont recommencé à appeler, les rôles qui ont suivi ont cimenté sa renaissance. Mask, 1935, The Witches of Eastwick, 1977 et Suspect, 1987, lui ont apporté des chèques donc de paye à 6 chiffres et une vénération critique. Chaque performance a ajouté une nouvelle pierre à la fondation de son deuxième empire. Cette fois-ci, construit non pas à partir de paillettes tickets, mais à partir de compétences. Et puis, en 1987, est arrivé Moonstruck. En tant que Loretta Castorini, Cher a irradié une chaleur et une force si incandescentes qu'elles ont transcendé le jeu d'acteur. À 41 ans, elle était à la fois vulnérable et indomptable, ordinaire et extraordinaire. Ce n'était pas une performance, c'était une révélation. Moonstruck est devenu un phénomène culturel rapportant près de 100 millions de dollars dans le monde entier. Un succès retentissant à son époque. Il l'a redéfinie non pas comme une simple star, mais comme une force d'endurance. Et lorsqu'elle s'est tenue sous les projecteurs de la cérémonie des Oscars de 1988,
Obtenant l'Oscar de la meilleure actrice, ce n'était pas simplement un triomphe. C'était une rétribution, une réclamation de toute dignité autrefois enlevée. Cette statue dorée était plus que du métal. C'était une preuve, la preuve que chaque humiliation, chaque nuit blanche, chaque effondrement avait été transformé en force. Cher n'était pas seulement revenue, elle s'était relevée, reconstruite et régnée. Pourtant, lorsque les applaudissements se sont estompés et que les caméras se sont tournées vers ailleurs, une autre vérité s'est révélée. L'Oscar était lourd mais creux. Il ne payait pas les factures, il ne promettait pas de lendemain. À 42 ans, elle s'est retrouvée une fois de plus au bord de l'incertitude, regardant dans le même abîme qui l'a hantée depuis son enfance. La peur de disparaître, la gloire, avait-elle appris, n'était pas la sécurité. C'était une illusion portant des diamants. Chaque victoire ne faisait qu'aiguiser les lames du doute. Alors, en 1989, elle s'est tournée vers la seule constante qui l'avait toujours sauvée, la musique. Avec le poids des attentes pesant sur ses épaules, elle est entrée en studio non pas pour chasser la gloire, mais pour prouver qu'elle avait toujours sa place. Le résultat a été Heart of Stone, un album qui vibrait de défis. Son premier single, If I Could Turn Back Time, a rugi à travers les ondes, sa vidéo vêtue de cuir scandalisant MTV avant de devenir un hymne à la résilience. L'album s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde entier, restaurant sa fortune et réaffirmant son pouvoir. Avec les bénéfices, elle a acheté son domaine de Malibu, un sanctuaire en bord de mer où les vagues déferlantes pouvaient noyer le bruit de l'épuisement. Sous le soleil de Californie, elle a souri pour les caméras, posé pour les couvertures de Tueur Magazine et avait l'air intouchable. Mais en privé, elle a avoué que chaque performance ressemblait à un duel avec le temps lui-même. Un combat contre une horloge qui ne s'arrêtait jamais de tourner. Le début des années 1990 n'a offert que peu de clémence. De nouvelles stars se sont levées, les tendances ont changé et les ondes radio qu'elle avait autrefois gouvernées ont commencé à oublier sa voix. Chaque album a trouvé moins d'auditeurs, les projecteurs sont devenus plus froids. Les cadres murmuraient qu'elle avait vieilli hors de la pertinence. En 1996, ces murmures étaient devenus des déclarations. Cher et est terminé. L'argent s'est évaporé à travers les contrats, les poursuites et le coût infini du maintien de l'illusion de l'immortalité. La maison de Malibu se dressait fièrement contre le Pacifique comme un monument à son succès et à sa solitude. À l'intérieur, elle a combattu une vieille terreur familière, la peur d'être effacée. Mais l'histoire avait déjà écrit son schéma. Lorsque le monde doutait d'elle, elle se réinventait. Lorsque les lumières s'éteignaient, elle en construisait de nouvelles. Et ainsi, alors que le siècle touchait à sa fin, elle a tout misé une dernière fois. En 1998, avec le poids de 4 décennies derrière elle, elle s'est préparée à faire son mouvement le plus audacieux à ce jour. Un dernier pari qui mettrait fin à sa légende ou l'immortaliserait à jamais. À 52 ans, alors que la plupart croyaient sa carrière enterrée, elle a enregistré Believe. Les critiques l'ont rejeté comme du désespoir, mais il a explosé à travers le monde. 11 millions d'albums vendus, plus de 100 millions de revenus et une révolution sonore qui a fait d'Autotune une partie de l'histoire de la pop. Cher n'a pas seulement sauvé sa carrière, elle a réécrit une époque. Pourtant, le coup était stupéfiant. Des amis se sont souvenus de son effondrement dans les coulisses pendant la tournée Do You Believe de 1999. Des nuits où son corps criait au repos, où les perfusions intraveineuses sont devenues son seul carburant et les ecchymoses se sont cachées sous des paillettes qu'aucun projecteur ne pouvait révéler. Et pourtant, ces mêmes nuits ont rempli des arènes à ras-bord, faisant passer la tournée à plus de 100 millions de revenus. Pour les fans, c'était un spectacle. Pour sûr, c'était de la survie déguisée en gloire. Chaque dollar était marqué de fatigue et de peur de perdre le miracle qu'elle avait reconquis. Puis est venue la tournée d'adieu de 2002, annoncée comme un adieu, mais qui s'est prolongée jusqu'en 2005. Elle a rapporté plus de 250 millions de dollars, l'une des tournées les plus lucratives de l'histoire à l'époque. Chaque soir, des feux d'artifice illuminaient les arènes et les ovations tonnaient comme des avalanches.
Chaque matin, ses genoux gonflaient jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'injections juste pour se tenir debout. Son dos criait, ses articulations brûlaient de feu, les fans ont vu des diamants scintiller sur ses costumes, elle a vu des ecchymoses violettes sous sa peau et elle a quand même chanté parce que chaque billet vendu, chaque ville conquise n'était pas de la vanité, c'était de la survie alchimisée en fortune. Au moment où elle a finalement quitté cette scène d'adieu, Cher avait fait plus que divertir. Elle avait transformé la douleur en profit, le chagrin en histoire, les cicatrices en fondation même d'un empire. La fortune qu'elle a apportée dans le nouveau siècle a scintillé dans les gros titres, mais chaque dollar était écrit dans le sang, la sueur et le silence. Sa richesse n'a jamais été un cadeau de la gloire, elle a été arrachée pièce par pièce des mâchoires du désespoir. Mais sous l'estas des tournées records et la fortune scintillante dans les gros titres, il y avait un registre plus sombre qu'aucun comptable ne pourrait jamais comptabiliser. Chaque dollar qu'elle a gagné était assombri par une dette écrite dans le silence et la douleur. Parce que des années plus tôt, au moment même où le monde commençait à la prendre au sérieux, le propre corps de Cher s'était retourné contre elle. En 1987, lors du tournage de The Witches of Eastwick, les premières fissures sont apparues. Une fatigue si lourde qu'il semblait que ses os étaient remplis de plomb. Elle a balayé cela, se disant que c'était juste de l'épuisement, le prix de l'ambition, la punition pour avoir osé en vouloir plus. Mais au début des années 1990, les chuchotements dans son corps étaient devenus des cris. Une maladie virale chronique a commencé à la vider de l'intérieur. Elle a volé son souffle, son endurance, sa certitude. La pneumonie est venue ensuite, resserrant son emprise jusqu'à ce que même le simple fait d'inspirer ressemble à se noyer au ralenti. La femme autrefois réputée pour son endurance luttait maintenant pour monter un escalier. Les nuits autrefois remplies de scripts et de répétitions se sont transformées en nuits à fixer le plafond, à combattre des vagues de fièvre qui la laissaient trempée et tremblante. Sa voix, un instrument qui l'avait portée de la pauvreté au palais, tremblait sous le poids de la faiblesse. Elle a annulé des réunions qu'elle s'était autrefois battue désespérément pour obtenir. Elle a vu des rôles à plusieurs millions de dollars se dissoudre avant que l'encre sur les contrats ne soit sèche. Les tournées qui auraient pu remplir ses comptes de bouées de sauvetage de revenus n'ont même jamais atteint les répétitions. Chaque nom qu'elle a été forcée de donner portait non seulement le poids de la déception, mais la terreur de l'instabilité financière revenant comme un vieux fantôme. Et derrière des portes closes, il y avait des larmes qu'aucun public ne verrait jamais. Elle a pleuré non pas pour les applaudissements, mais pour le vol cruel de ses libertés les plus fondamentales, la capacité de marcher sans s'effondrer, de respirer sans douleur, de chanter sans peur. Sa voix faiblissait à mi-note. Pour le public, elle était toujours paillette, éclat, survie, mais en privé, elle ait été réduite à mesurer ses jours en pas effectués, en respiration tirée, en la question obsédante de savoir si elle se remettrait un jour suffisamment pour travailler à nouveau. Des années plus tard, elle a admis avec un euphémisme presque douloureux. J'étais vraiment bouleversé à ce sujet. Mais ce qu'elle a laissé non dit était encore plus lourd, qu'elle s'était battue toute sa vie pour être considérée comme plus qu'un numéro original, plus que la moitié d'un duo, plus qu'une blague. Elle s'était frayé un chemin vers le respect d'Hollywood avec du sang, de la sueur et du défi. Et juste au moment où elle se tenait au sommet, un ennemi invisible lui a tout enlevé, la ramenant au silence. Aucun titre n'a saisi toute la cruauté de la situation. Une femme à son apogée, réduite au silence non pas par un scandale ou un échec, mais par son propre corps qui la trahissait. Chaque rôle perdu n'était pas seulement un chèque de paie manqué, c'était une autre brique de son empire qui se détachait. Chaque jour passé à l'intérieur était un autre rappel que le temps n'attend personne. Encore moins une femme dans la quarantaine qui se bat pour rester pertinente dans une industrie vouée au culte de la jeunesse. Le désespoir n'était pas seulement professionnel, il était existentiel pour Cher. La peur n'était pas simplement de perdre la gloire, c'était la terreur que son corps puisse effacer tout ce qu'elle avait construit, la laissant avec rien d'autre que des souvenirs de scènes sur lesquelles elle ne pouvait plus se tenir. Et puis est venu un autre coup dur qu'aucun projecteur ne pouvait adoucir, qu'aucune richesse ne pouvait atténuer, qu'aucune réinvention ne pouvait protéger. 5 janvier 1998, Aspen, Colorado.
Un appel téléphonique, une pause, un silence si long qu'il semblait éternel, et puis des mots qui ont tout brisé. Sonny Bono, son premier partenaire dans la vie et dans la légende, était décédé. Son corps brisé sur une pente de montagne, emporté en un instant par la cruauté du hasard. Le titre s'est répandu comme une traînée de poudre. Le monde a haleté comme frappé par le tonnerre, mais pour Cher, ce n'était pas le tonnerre, c'était un tremblement de terre qui a ouvert son âme en grand. C'est pas simplement la fin d'un homme, c'était l'arrachement de la personne qui l'avait autrefois sorti de l'invisibilité. Le rêveur qui avait misé toute sa vie sur une adolescente effrayée aux dents croches, sans confiance et nulle part où aller. Sans Sonny, il n'y aurait peut-être jamais eu Cher. Elle a pris un avion de Londres en quelques heures, son corps présent, mais son esprit s'effondrant à chaque mille. Le bourdonnement des moteurs était assourdissant contre le silence dans sa poitrine. Elle a pressé son front contre la vitre, mais même le ciel sans fin n'offrait aucun réconfort. Chaque heure qui passait était un compte à rebours, non pas vers l'arrivée, mais vers la confrontation avec une réalité qu'elle ne pouvait pas réécrire. Au moment où elle a atterri à Los Angeles, elle était creusée, chaque pas plus lourd que le précédent, le chagrin s'accumulant dans les espaces calmes de son être. Au service commémoratif de Sonny, elle n'est pas arrivée en tant que Cher que le monde pensait connaître. Pas la diva trempée de strass, pas la survivante des faillites, des mariages brisés ou des milliers de réinventions. Elle est arrivée en tant que femme en deuil, dépouillée de tout spectacle. Lorsqu'elle s'est tenue au podium, la pièce est tombée dans un silence si lourd qu'il semblait écraser l'air lui-même. Son éloge funèbre n'était pas répété. Il était brut, tremblant, sa voix se brisant comme du verre sous le poids du souvenir. Elle n'a pas catalogué les trahisons, l'amertume, les guerres ni la juridique qui les avaient presque tous deux détruits. Elle a choisi plutôt de déterrer la vérité enfouie sous tout cela. La gratitude. À travers les larmes, elle a dépeint Sonny non pas comme le politicien qu'il était devenu, ni même comme l'artiste dont le monde se souvenait, mais comme le rêveur enfantin qu'il avait autrefois regardé, maladroite, peu sûre d'elle, négligée, et avait vu non pas ce qu'elle était, mais ce qu'elle pouvait devenir. « Sans lui, je ne serais pas ici », a-t-elle avoué, sa voix se brisant mais stable, chaque mot gravé dans la vérité. Dans ce moment de silence, les rires de leurs plaisanteries, les harmonies de leurs chansons, les applaudissements de leur public, tout s'est dissous, ne laissant que l'amour, le respect et l'humanité. Ceux qui étaient présents ont chuchoté par la suite que la pièce elle-même semblait cesser de respirer pendant qu'elle parlait, comme si le temps s'était figé pour honorer le lien. Aucun divorce, aucune amertume, aucune distance n'avait jamais vraiment effacé, et lorsque son corps a été descendu dans le silence, ce qui est resté, ce n'est pas le scandale, pas les combats, pas les gros titres. C'est la fondation qu'il avait posée, cousue à jamais en elle. Elle a porté à partir de ce jour non seulement le poids de son absence, mais la marque indélébile de sa folie. C'est Sonny qui avait donné au monde le partage, et maintenant, dans l'agonie de le perdre, elle a rappelé au monde la seule chose plus grande que la gloire, plus grande que la fortune, plus grande même que la survie, l'amour qui endure même lorsque la personne est partie. Sous les paillettes des tournées records et les murs imposants des demeures de Malibu, il existait un autre registre dans la vie de Cher qu'aucun comptable ne pouvait comptabiliser, qu'aucun empire ne pouvait effacer. Car alors que le monde la voyait comme immortelle sous les projecteurs, en privé, elle se battait pour le rôle qui exigeait plus de courage que n'importe quelle scène ou écran. Le rôle d'une mère. La gloire, malgré tous ses éclats, dévore. Elle avale des heures destinées aux histoires du coucher, vole des matins destinés aux câlins et remplace le rythme doux de la famille par le rythme impitoyable des contrats, des caméras et des applaudissements. Cher adorait ses enfants avec un amour qui pouvait brûler à travers chaque lumière de la scène. Mais l'amour n'est pas toujours synonyme de présence. Et la présence, une fois volée par la machine de la gloire, laisse des cicatrices qu'aucune richesse ne peut apaiser. Son jeune fils, Elijah Blue Allman, portait l'une de ces cicatrices comme une ombre qui ne s'est jamais levée. Dans une rare interview, il a enlevé les paillettes et a parlé avec l'honnêteté brute d'une blessure encore ouverte. À seulement 7 ans, il a été envoyé en pension. Pour un adulte, cela aurait pu être une nécessité.
Pour un enfant, c'était un abandon déguisé en survie. Quand vous allez en pension à 7 ans, il est un peu difficile de ne pas avoir l'impression d'être évité, a-t-il avoué des décennies plus tard. Les mots étaient calmes, mais ils coupaient comme du verre. Ce sentiment d'exil s'est gravé en lui, une blessure trop profonde pour que les applaudissements ou l'argent puissent la combler. Elijah est devenu un homme de recherche incessante, portant ses propres démons, mais toujours lié par un fil d'amour à la mère qui ne pouvait jamais être assez présente. Il a admis que ses premières séparations résonnaient longtemps à l'âge adulte. Je suis à un âge où je fais la paix avec ça parce qu'il faut juste. Mais cela ne signifie toujours pas que c'est juste. Derrière sa franchise se cachait une vérité que le monde oublie souvent. Chaque fortune a un coût caché, chaque empire est assombri par la distance. Il y a eu une fragile lueur d'espoir en 2013 lorsque Elijah et sa femme ont emménagé dans le domaine de Cher à Malibu, une forteresse dorée perchée contre les vagues du Pacifique. Pendant un bref instant, les grandes salles qui n'avaient autrefois résonné qu'avec le silence ont de nouveau résonné de rire, mais la vie, compliquée et imparfaite, s'est immiscée. Un différend privé a forcé un autre silence entre la mère et le fils. Pourtant, Elijah n'a jamais parlé avec Venom. Il a qualifié leur relation de travail en cours, une reconnaissance que la guérison est rarement complète, rarement ordonnée. Pourtant, sous ces mots persistait une vérité plus douce. Elle est vraiment talentueuse. Elle est magnifique. Je veux dire, elle est chère. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer? C'était de l'admiration enveloppée de douleur. Un rappel que même l'amour fracturé peut perdurer. Si Elijah portait la cicatrice de la distance, alors Chaz Bono portait le poids de la transformation. Né Chastity Son Bono, l'enfant unique de Shur et Sonny, Chaz a été poussé dès la naissance dans l'éblouissement des flashs et des attentes. Mais à l'intérieur, une vérité plus calme et plus urgente attendait. À la fin des années 2000, Chaz a choisi de vivre cette vérité, de s'avancer dans son identité authentique en tant qu'homme pour le monde. C'était des titres pour Cher, c'était un tremblement de terre. Bien que saluée partout comme une icône mondiale de l'inclusion, elle a admis avec une honnêteté brute qu'elle a trébuché au début. Elle a pleuré la fille qu'elle pensait avoir perdue, s'est débattue avec la peur de l'inconnu et s'est demandé ce qu'il resterait du lien qu'ils avaient manqué partagé. « Je ne l'ai pas vécu aussi facilement », a-t-elle avoué. Ce n'était pas du rejet, c'était de la peur du changement. La peur de l'absence, la peur d'entrer dans un avenir qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mais le temps et l'amour l'ont transformée une fois de plus. Lentement, douloureusement, Cher a choisi de ne pas reculer, mais d'écouter, de ne pas nier, mais de grandir. En écoutant, elle a trouvé non pas la perte, mais la renaissance. Chaz est si heureux maintenant, a-t-elle révélé plus tard. Et nous nous entendons mieux que jamais. Ce qui a commencé comme de la désorientation est devenu de la fierté. Ce qui a commencé comme de la peur est devenu du plaidoyer. Elle est passée de mère hésitante à défenseur acharné se tenant aux côtés de son fils alors qu'il revendiquait sa vérité. La leur n'était pas un conte de fées d'acceptation instantanée, c'était une histoire d'amour étirée jusqu'à ses limites même, pliée jusqu'à ce qu'elle se produise et puis refaite plus forte qu'avant. Et peut-être ici réside le plus grand héritage de Char, plus grand que la musique, les films ou les millions. C'est la vérité tacite que la maternité n'est pas la perfection, mais la persévérance, pas le contrôle, mais l'accompagnement. C'est la volonté de marcher aux côtés de vos enfants, non pas malgré leurs changements, mais à cause d'eux. Le désir d'Elijah, le courage de Chaz, ce n'étaient pas des échecs d'amour, mais les creusets qui l'ont approfondi. Pour tous les domaines perchés sur des falaises et les tournées qui ont transformé le chagrin en fortune, le véritable empire de Cher se mesure non pas en richesse, mais dans la résilience des liens testés, brisés et reconstruits. Dans la façon dont l'amour, bien qu'imparfait, peut renaître. Dans la façon dont une mère imparfaite, humaine et démasquée pouvait toujours se tenir aux côtés de ses enfants. Pas comme la déesse que le monde exigeait, mais comme la femme dont ils avaient toujours besoin. Aujourd'hui, alors que Cher approche de sa 80e année, elle est plus qu'une artiste. Elle est la preuve vivante que la résilience peut être sculptée en héritage. Pour le monde, elle peut sembler intouchable, enveloppée de paillettes et gardée par les portes de vastes domaines. Pourtant, chaque pierre chatoyante de son empire a été taillée dans la douleur, le sacrifice et l'endurance implacable.
Sa richesse aujourd'hui, estimée à 360 millions de dollars, est éblouissante sur le papier, mais pour bien la comprendre, il faut parcourir les salles de sa vie. Chaque propriété, chaque dollar gagné, chaque voiture dans son garage portant le poids de souvenirs que l'argent seul ne peut expliquer. Sa maison de Malibu se dresse comme le joyau de la couronne. Perché au-dessus du Pacifique, conçu dans le style de la Renaissance italienne, il a fallu 5 années laborieuses pour la construire sur un terrain qu'elle avait acheté en 1989 pour près de 3 millions de dollars. Achevé en 1999, le domaine s'étend sur 13 000 pieds carrés avec des portes cintrées en bronze, des fontaines sculptées à la main et des plafonds si hauts qu'ils semblent effleurer le ciel. Il a été évalué jusqu'à 85 millions de dollars. Pourtant, pour Cher, c'était plus qu'une propriété. C'était la permanence, un sanctuaire sculpté dans l'instabilité de sa jeunesse, où elle pouvait enfin s'enraciner après des décennies de transience. La piscine reflète les couchers de soleil qui marquaient autrefois la fin de tournées épuisantes, tandis que ses cours tranquilles résonnent avec la solitude d'une femme qui a passé une grande partie de sa vie entourée d'applaudissements, mais hantée par le silence. Ce n'était pas son seul palais. Dans les années 1970, elle et Sonny ont vécu dans le célèbre domaine Howlwood à Holly Hills, un manoir de la Renaissance si grandiose qu'il a ensuite porté un prix de 115 millions de dollars. À Benedict Canyon, elle possédait un palais de style marocain s'étendant sur plus de 20 000 pieds carrés avec des écuries, des cours de tennis et des sentiers équestres. Plus tard vendue à Eddie Murphy, elle a également gardé une maison de style anglais plus confortable à Beverly Hills, achetée en 2013, un refuge rempli de bois récupéré et d'étangs à carpe koi. Chacune de ces maisons était plus que de la pierre et du mortier, c'était des marqueurs de survie. La preuve que la fille autrefois laissée dans un orphelinat qui attachait des élastiques autour de ses chaussures cassées avait construit des murs assez solides pour qu'aucune tempête financière, émotionnelle ou physique ne puisse les abattre à nouveau. Ces garages racontaient leur propre histoire. Une Rolls-Royce Silver Wraith des années 1950, ses sièges en cuir usés par des années de triomphe et de chagrin, une Porsche 911, élégante, intrépide, sans excuse, une voiture faite pour ceux qui refusent de céder autant, une Cadillac Escalade, pratique mais puissante, portant le poids d'une vie vécue entre spectacle et solitude. Et quelque part dans sa mémoire, la Mustang rose des années 1960 brille encore, un écho d'une fille sur le point de devenir une légende. Ses rires avec Sonny persistent dans le chrome et les miroirs, gelés entre la nostalgie et le mouvement. Chaque voiture est plus que du métal. C'est une archive mobile des kilomètres entre la pauvreté et le platine, la solitude et l'ovation. Mais la fondation de son empire n'a jamais été construite sur des moteurs ou des domaines. Elle a été forgée sur des scènes sous des lumières impitoyables où les applaudissements et l'agonie partageaient le même souffle. Heart of Stone en 1989 s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, inondant ses comptes de redevances et ses veines d'un courage renouvelé. Believe en 1998 a fait plus que relancer sa carrière, il a explosé à travers la planète. 11 millions d'exemplaires vendus, plus de 100 millions de dollars de revenus et une révolution sonore qui a à jamais modifié l'ADN de la pop. Autotune est devenu son hymne, Cher est devenu éternel. Ses résidences à Las Vegas de 2008 à 2011 ont transformé le néon en force vitale, rapportant 60 millions de dollars supplémentaires. La tournée d'adieu 2002-2005 s'est étendue sur tous les continents, rapportant 250 millions de dollars et réécrivant la définition de l'endurance. Mais chaque nuit scintillante avait un coup caché. Derrière les feux d'artifice, son corps criait, ses genoux gonflés et injectés d'analgésiques avant le lever du rideau. Une perfusion intraveineuse dans les vestiaires. Des ecchymoses enfouies sous des paillettes qu'aucune caméra ne pouvait attraper. Pour le monde, c'était le triomphe à partager. C'était de la survie raffinée en art, la douleur transmutée en fortune. Pourtant, malgré l'ampleur de son empire, sa vie actuelle semble intime, presque monastique.
Les matinées commencent dans le silence, dans la méditation, dans la douce discipline du souffle. Elle écrit dans des journaux tachés par des décennies de défis. Les soirées s'estompent dans le Pacifique depuis son balcon de Malibu où l'océan brille comme un souvenir. Ses repas sont soignés, son exercice délibéré, sa gratitude constante parce qu'elle se souvient du moment où même la respiration lui a presque été enlevée. Certains jours, je me regarde dans le miroir et je vois ma mère. Certains jours, je vois une inconnue, mais je vois toujours quelqu'un qui a survécu. Elle a dit un jour « Ces mots ne sont pas trempés de chagrin, mais taillés dans la force ». Le credo d'une femme qui a appris que l'endurance et non la beauté est la plus vraie des couronnes et contre toute attente, son cœur reste ouvert. À près de 80 ans, elle a retrouvé de la compagnie. Avec Alexander Edwards, un homme de plusieurs décennies, son cadet, mais qui n'a pas peur de se tenir aux côtés d'une légende. Leur relation a suscité des chuchotements, mais Cher a passé l'âge des explications. Pour elle, ce n'est pas un spectacle, c'est un sanctuaire. Après une vie d'examen minutieux, elle définit maintenant l'amour à ses propres conditions. En présence d'Alexander, elle rit avec l'abandon de la jeunesse. Ensemble, ils prouvent que la tendresse n'est pas un privilège des jeunes, mais une récompense de la résilience. Une fois de plus, Cher réécrit les attentes, non pas par des têtes d'affiche ou des réinventions, mais par le courage silencieux de l'intimité. Son plaidoyer, lui aussi, brûle plus fort que les projecteurs. Son soutien indéfectible à la communauté LGBTQ+, n'est pas une marque, c'est une vérité vécue. Il est né en marchant aux côtés de son fils, Chaz, à travers l'une des transitions les plus publiques de l'histoire moderne. De la peur à l'acceptation, de la confusion à la fierté. Avec Elijah, son jeune fils, le lien reste imparfait, une mosaïque de distance et de dévotion, mais cousu avec le fil têtu de l'amour. Cher n'a jamais revendiqué la perfection. Elle a offert quelque chose de plus rare, la preuve que l'amour peut se fracturer et quand même perdurer. Alors qu'elle approche de l'horizon de sa vie, elle a commencé à arranger son empire avec une grâce délibérée. Ses droits musicaux, ses propriétés, sa marque. Il n'y aura pas de grand baisser de rideau, pas d'adieu orchestré. Au lieu de cela, elle construit la permanence à partir d'une préparation tranquille, garantissant que sa voix résonnera longtemps après que les applaudissements se seront estompés. Chaque maison, chaque chanson, chaque contrat ressemble moins à de la richesse et plus à un témoignage. La preuve qu'elle était ici et qu'elle s'est levée. Alors, quelle est la vraie fortune de Cher ? Est la maison de Malibu perchée comme une citadelle au-dessus du Pacifique, ses halls de marbre touchés par le coucher de soleil, les Rolls-Royce et Porsche qui brillent dans ses garages, les millions gagnés grâce aux tournées, aux films et aux disques, ou est-ce quelque chose de moins tangible, de plus indestructible ? La résilience de se relever après chaque effondrement, de forger la beauté à partir de la trahison, de transformer la maladie en armure et le chagrin en héritage. Sa beauté maintenant n'est pas dans les robes ou le contour, mais dans le défi lui-même, en se tenant à près de 80 ans et en disant « Je suis toujours ici, je suis toujours en train de devenir ». Elle n'est pas la nostalgie, elle est la preuve que la renaissance peut survivre au temps. Sa vie a été une longue conversation défiante avec la mortalité et elle est toujours en train de la gagner. Si sa voix vous a déjà remonté le moral lorsque vous vous sentiez invisible, si sa survie vous a déjà rappelé qu'aucune fin n'est définitive, si son feu a déjà donné de la chaleur à votre nuit la plus sombre, laissez vos mots ci-dessous. Parce que le véritable empire de Cher n'est pas écrit dans des contrats ou compté en millions, ou scellé derrière les portes d'un manoir, il vit dans le cœur de ceux qui sont encore debout, qui s'efforcent en quête encore, qui osent encore recommencer. Il vit dans l'écho d'une vérité qu'elle porte depuis le début, que la vie ne consiste pas à ne pas être brisée, mais à se relever encore et encore jusqu'à ce que même les fissures brillent comme de l'or. Et en cela, elle n'a pas seulement survécu à l'époque, elle l'a conquise.